Bonjour à tous. J'espère que vous êtes à nouveau très nombreux parce qu'une nouvelle belle histoire après l'histoire des masques. Toujours une histoire de comment est-ce que l'industrie française a été capable de se remobiliser, de montrer qu'on était capable de produire des choses en France, qu'on avait encore des usines capables de faire des trucs incroyables. Et donc là, c'est encore plus vital. Alors certes, les volumes sont moindres, mais c'est beaucoup plus vital. On parle de sujets de respirateurs pour des patients en réanimation. Vous imaginez bien la tension en mars au fur et à mesure des entrées en réanimation, les consommables qui disparaissent, puisqu'il faut des consommables pour les gens qui ont des respirateurs. Il y a la machine qui respire et les consommables. Et donc, Hervé de Maliard a monté un consortium avec ses deux acolytes pour être capable de faire ces filtres pour respirateurs. Ils vous diront beaucoup mieux que moi concrètement à quoi ça sert. Je les présente juste brièvement. Donc Hervé est conseiller du commerce extérieur. Il est président de MGA Technologies, qui est un fabricant de machines spéciales, en particulier dans le secteur du médical. Et forcément, c'était assez pertinent. Philippe est injecteur plastique avec une très grosse part dans le médical. Et forcément, dans tout ce qui est dispositif médical, il y a souvent beaucoup de parties plastiques injectées. Et c'est un vrai savoir-faire, il y a toute une question de normes et tout ça, d'où l'intérêt qu'il était présent dans le consortium. Et Adrien, qui est président d'une start-up qui fait des systèmes de respiration, non pas pour la réanimation, mais plutôt d'assistance à la respiration pour la multiviscidose. Et donc, il connaît tous les sujets réglementaires de filtres pour respirateurs qui ont permis que la NSM fasse un exploit que je vous laisserai raconter, parce que là, ils m'ont vraiment scotché. La NSM étant l'agence du médicament qui a vocation à certifier les produits. Je vous laisse. Merci François-Xavier. Le 16 mars dernier, notre président nous mobilise tous dans la guerre contre le coronavirus. Alors, passé la sidération, passé les premières mesures pour protéger nos entreprises, nous échangeons à quelques-uns et nous, finalement, nous convenons que la meilleure arme pour lutter contre ce virus, pour le combattre, c'est le respirateur artificiel. J'appelle Guillaume Mortellier de BPI France, qui m'indique immédiatement qu'il existe à Bercy, à la DGE, une cellule spécialisée pour les respirateurs. Et donc, je prends contact avec cette cellule et nous les aidons à reconstruire la chaîne d'approvisionnement pour fabriquer des respirateurs en France. Nous les aidons à identifier des stocks de respirateurs un peu partout dans le monde. Et même, on rêve même d'en fabriquer en France. Bon, on n'ira pas jusqu'au bout de ce rêve-là. Et en menant toutes ces études et toute cette caractérisation de comment fonctionne cette machine, on constate cette machine fonctionne avec des consommables, et notamment des filtres, et de son endotrachéal aussi, mais surtout des filtres. Et le leader mondial de la fabrication de ces filtres est une société anglaise. On constate qu'on ne fabrique pas ce type de dispositifs médicaux en France. Et donc nous allons nous auto-donner une mission qui sera la nôtre, réindustrialiser en France ces filtres de respirateurs, donc qui correspond à ce petit dispositif médical que j'ai ici dans la main. Peu après, j'appelle un samedi après-midi Philippe, parce que c'est un peu son métier de plasturgie dans le dispositif médical. L'Institut Mérieux nous présente Adrien, qui connaît bien ce type de matériel, parce que c'est un peu son métier, pas exactement dans cette application, mais il nous le dira tout à l'heure. Et on va lever tout autour de nous une petite armée composée d'entrepreneurs, de hauts fonctionnaires, des militaires même. Et on va embarquer tout ce petit monde-là dans cette fantastique aventure qu'on va vous raconter aujourd'hui. À toi, Adrien, qui va vous raconter un peu ce que c'est qu'un filtre. Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Adrien Mitala, je dirige une start-up dans l'appareillage médical qui s'appelle PhysioAssist et qui fait donc des dispositifs médicaux innovants pour traiter les patients qui ont des mucoviscidoses ou des bronchites chroniques. Et donc j'ai été mis en contact sur ce projet par l'Institut Mérieux, car Mérieux est un de mes principaux investisseurs.
Et effectivement, depuis 9 ans, je travaille sur le développement de dispositifs médicaux actifs, donc électriques, mais également de toute la batterie de consommables qui va permettre d'utiliser l'appareil. Et donc, quand ils m'ont contacté pour ce petit fil qui n'a l'air de rien, effectivement, c'était dans mes cordes et je vais vous raconter un petit peu pourquoi c'est un dispositif qui est assez technique. Donc, c'est un filtre qui se place au niveau de la bouche du patient. Un patient qui est sous respirateur, on va lui prendre de l'air et lui renvoyer de l'air. Et il y a 2 choses qui sont vraiment très importantes pour ces patients, c'est de ne pas avoir d'infection. Donc, il faut qu'on filtre l'air au niveau bactérien et viral. Donc, il y a un premier filtre blanc que vous voyez en dessous qui va permettre d'avoir une filtration bactérienne et d'apporter de l'air non vicié au patient et ne pas détériorer son état. Ça, c'est un filtre assez classique. Par contre, il a une particularité vraiment spécifique, c'est qu'il a une deuxième membrane, la membrane bleue que vous voyez de ce côté-là, qui, elle, va avoir un rôle d'humidification des voies respiratoires du patient. En fait, quand on va prélever de l'air dans le patient, l'humidité de l'expiration va être absorbée par la membrane bleue. Et quand on va renvoyer de l'air vers le patient, l'humidité va être restituée et le patient va garder comme ça des voies respiratoires hydratées tout au long de sa phase de ventilation. Et donc, il y avait un problème double dans la création de ce filtre. Le premier était technique. Donc, mon rôle pendant la phase de création de ce dispositif, ça a été de superviser toute la conception pour être sûr que toutes les matières utilisées, les plastiques utilisés, les membranes utilisées à l'intérieur soient compliants avec les exigences qui ensuite vont être transmises à la NSM au niveau technique, au niveau clinique et au niveau réglementaire pour qu'à la fin du projet, notre dossier technique soit recevable pour une autorisation de mise sur le marché temporaire. Et mon deuxième challenge dans ce projet, ça a été d'approvisionner les filtres qui sont dedans. Ce sont des filtres qui ne sont pas fabriqués en France. Donc les 2 membranes qui sont à l'intérieur ne sont pas fabriquées en France, n'étaient pas fabriquées en France. On essaie de corriger le tir. Et donc j'ai fait jouer un réseau que j'ai construit depuis une petite dizaine d'années maintenant pour sécuriser dans cette phase de Covid ces membranes. Sachant qu'à l'époque, elles étaient au moins aussi recherchées que les masques chirurgicaux, donc c'était un peu compliqué. Et au final, avec des fournisseurs avec qui j'ai un historique assez fort, on a réussi à sécuriser 1 million de couples, membranes antibactériennes et membranes hydrophobes. Et maintenant, je vais passer la parole à Philippe qui a fabriqué concrètement le Merci produit. Adrien. Bonjour à tous. Écoutez, on a vécu une aventure merveilleuse. Comme l'a dit Hervé, comme vient de l'expliquer Adrien sur la partie approvisionnement, nous, et dans ma partie fabrication, réalisation de la conception de ce produit, il est vrai qu'au début, nous avons été pris donc, dans une chose très simple, entre urgence et dépendance. L'urgence sanitaire nous a obligés, avec la dépendance, de devoir agir vite. Pourquoi? Parce que la dépendance, malheureusement, nous avons toujours tendance à avoir, et je pense que la FunchFab en fait partie aujourd'hui, de devoir vraiment mettre en avant ce Made in France, aller chercher de la dépendance de divers composants dans des contrées lointaines, nous a obligés d'avoir une remise en cause très rapide pour dire de comprendre comment était conçu le filtre, comment on pouvait mettre en œuvre la possibilité de pouvoir le fabriquer. Et ça a pris quelques temps, mais pas si rapidement que cela, pas si court que cela, pardon, pour la simple raison, c'est qu'il a fait constituer le réseau, comme le disait donc Hervé et Adrien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage que l'on a dans le territoire sur lequel nous étions, nous avons vraiment ces compétences, nous avons vraiment cette possibilité de travailler en réseau et nous avions vraiment donc la capacité des forces vives de pouvoir nous aider. Car nous sommes partis de rien. Nous avions dû tout simplement mettre en place des plans, les concevoir, savoir si nous étions dans le vrai, savoir si nous pouvions le mettre sur la mise en œuvre. Et pour vous donner donc une idée de la mise de fabrication de ce produit, ça a été très rapide. En 20 jours, nous avons conçu des protos avec une phase d'acceptation en laboratoire. En 45 jours, nous avons utilisé des outillages mis en série avec des validations acceptées par la NSM pour pouvoir mettre sur le marché et ensuite avoir une commande de la DGS. Et en 10 semaines, écoutez bien, en 10 semaines, nous avons eu la possibilité, grâce à Hervé et à la société, d'avoir une machine automatisée qui nous a permis de pouvoir sortir en un one-shot le produit pour dire de concurrencer et de rentrer donc dans un target de commercialisation future de ce produit qui est fait dans des contrées lointaines. Et grâce à la capacité que nous avons en France et grâce aux compétences techniques, nous avons pu produire cela en l'espace de quelques mois, voire 2 mois et demi, le million de pièces que nous avions à produire pour la DGS. Alors pour recentrer un petit peu, donc, pourquoi on a pu agir aussi bien et aussi, on va dire,
rapidement, j'ai 3 points. Nous avons eu de l'agilité, nous avons eu du territoire et nous avons eu de l'investissement. L'agilité que l'on a eue, ça a été quelque chose de dire, on va y aller parce qu'il faut le faire, mais comment nous allons le faire? Nous allons le mettre en phase d'exécution, en phase de conception, en phase de réalisation. Le territoire, nous avons eu un territoire exceptionnel avec cette région Rhône-Alpes-Auvergne qui nous a apporté des compétences, qui nous a apporté une possibilité de pouvoir mettre en œuvre tout le réseau que nous bénéficions, parce que nous avons des réseaux à fort caractère humain. Et aujourd'hui, nos PME sont très réactives et nous avons fait la preuve avec Hervé et avec Adrien de pouvoir travailler très rapidement ce secteur. Et puis le troisième, l'investissement. On a dû monopoliser beaucoup de compétences, énormément donc de ressources pour pouvoir essayer de mettre en œuvre ensuite toute la partie qui était donc la plus automatisée possible pour obtenir les résultats qu'on a obtenus en si peu de temps. Voilà, donc je pense avoir fait un premier tour. Je reviendrai donc sur certaines questions qui vont être posées très certainement. Et puis écoutez, je pense qu'entre l'agilité et la partie territoire et la partie investissement, on a eu une capacité à pouvoir dire le Made in France que l'on a défendu. Aujourd'hui, on a la capacité de le reproduire et la capacité d'être à nouveau, mais dépendant d'un produit simple, très technique, très complexe, d'être capable de le prouver qu'en France, on savait tout faire. Voilà, merci bien. Alors, on pourrait peut-être s'interroger maintenant sur qu'est-ce qu'on retient un peu de cette histoire. Moi, j'ai simplement envie de vous dire que c'est possible. En fait, identifier un sujet sur lequel notre souveraineté, et c'était le cas, est en jeu, notre sécurité est en jeu, et finalement se donner la mission d'apporter une réponse à ce problème, eh ben, c'est juste une histoire de se retrousser les manches, et de construire le collectif qui va bien et en fait de mobiliser autour de nous tous ceux qui sont prêts à s'investir dans une logique finalement de prendre le challenge de sauver des vies tous ensemble. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. Moi, j'ai été stupéfait de voir mes équipes dans le cadre de ce projet. On a pu construire une machine automatique qui va permettre de maintenir cette production en France après, c'est-à-dire maintenant. Parce que vous avez compris, la mission était d'abord de construire un stock d'État qui a été fait, et derrière de pérenniser en fait cette filière en France. Et donc dans ce contexte, on a donc conçu une ligne robotisée, totalement automatisée. Normalement, une ligne comme ça, il faut 8 à 10 mois pour la concevoir et la fabriquer. Et là, en se mobilisant et en se mettant un peu en mode commando, on a pu le faire en 10 semaines. Ce qui est un truc totalement exceptionnel, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on dessinait la machine, qu'on la concevait, cette machine sur mesure, on lançait les pièces en fabrication sans même avoir une vision globale de à quoi ressemblerait la machine au global. Et on a commencé à monter la machine alors qu'elle n'était pas finie d'être dessinée, ce qui est un truc complètement dingue, quoi. Et donc voilà, et donc c'est possible. C'est finalement le premier enseignement qu'on doit retenir. On doit retrouver un peu de fierté en tant qu'industriel français à travers ce genre d'histoire. Et je pense que c'est tout à fait fondamental. Et si on devait retenir qu'une seule leçon d'épisode effroyable qu'a constitué toute cette année 2020, et si on en retient que l'industrie est essentielle à notre pays et que notre souveraineté en dépend, je pense que ce sera un message positif qu'on pourra tous partager et capitaliser dessus. Adrien, est-ce que tu veux compléter ? Moi, je ne vais pas revenir sur ce que dit Hervé, parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais plutôt prendre un angle un peu personnel sur comment moi j'ai ressenti le projet. C'est un projet qui m'a beaucoup motivé parce qu'il réunissait tout ce que j'aime. Travailler avec des industriels, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et alors moi, je suis pas industriel, comme j'ai une start-up, je crée des produits, mais je m'appuie sur des industriels compétents et motivés. Donc j'ai retrouvé ça dans ce projet. Et le deuxième point qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est qu'il y avait un patient au bout du sujet. Et c'est vrai que c'est quelque chose moi qui
qui m'a toujours motivé dans ce que je fais, parce qu'il y a une start-up, au bout de 8 ans, il y a des hauts, il y a des bas, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, c'est vrai que dans ce projet, j'ai retrouvé ce goût du projet très agile, très rapide, où on se motive, où on se dépasse, en sachant qu'il y a un patient au bout. Et j'ai trouvé ça assez génial. Et je vous remercie de m'avoir inclus dans le projet. Merci Adrien. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, sur le plan industrie, il est vrai qu'on a agi sous une forme collaborative essentiellement. Pourquoi on est allé vite dans l'agilité? C'est qu'on a su mettre en fait une compétence collaborative pour aller chercher l'émulation humaine. L'humain, on l'a mis au centre. On a vraiment travaillé le collaboratif, sachant qu'on a demandé de la motivation, de la réactivité, de dire, comme le dit si bien Adrien, ce n'est plus une pièce conventionnelle, c'est un patient en finalité. Et à partir du moment où on travaille un patient, on travaille purement et simplement une réglementation, un engagement. Et il est vrai que la capacité que l'on a à devoir mettre en œuvre des outils, elle ne fonctionne que si les gens sont pris en fait par une responsabilité d'engagement. Et un filtre ECH, comme vous le voyez ici, il a du sens. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on gère une vie, on peut redonner une filière et on peut reconcevoir, on va dire, une position de devoir revenir dépendant. Et ça, c'est quelque chose de vital. Une fois qu'on a compris ça, il est vrai qu'on arrive à embarquer des hommes et des femmes sur un marché merveilleux. Et on a eu une grande expérience. Et il est vrai que le fait qu'on travaille ensemble en tant que PME, parce que nous sommes des PME, eh bien on a prouvé comme quoi la French Fab, le Made in France, était capable d'aller très loin et de pouvoir se fédérer à une façon de devoir dire que demain, la France, elle peut se réindustrialiser et qu'on en a les capacités. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une François-Xavier, question. tu veux peut-être... J'ai une question d'un internaute pour vous, messieurs. Où se situe, où est localisée la production? Alors la production se situe à Oyonnax, dans la vallée de la place Turgy, donc chez Philippe. Donc tu veux peut-être dire un petit mot sur ton usine Très bien, écoutez, j'ai créé un Filiplast il y a une trentaine d'années. Un Filiplast fait 13 millions d'euros, 48% donc à l'export, grand export. Nous sommes fabricants de conception de dispositifs médicaux sur une partie de l'unité. Nous avons une deuxième unité dans l'industrie. Nous travaillons également pour la partie automobile, équipementier, ainsi que pour la partie aéronautique. Aujourd'hui, on va dire que les deux activités, il y en a une qui va beaucoup plus rapidement que l'autre, c'est celle de la santé. L'industrie marque un peu le pas, malheureusement, comme on le connaît aujourd'hui. Il est vrai qu'on a su fédérer en fait, les esprits pour aujourd'hui avoir une entreprise qui sait se reconvertir, qui sait, on va dire, rebondir, qui sait offrir, qui sait, on va dire, participer à des dispositifs ou à des conceptions de sous-fonctions. Et nous sommes basés donc à Oyonnax. Nous sommes donc une entreprise assez ouverte à l'international. Nous avons un site également en Chine pour le marché chinois. Et nous avons donc 3 sites en tout. Voilà. Bonjour, la question est, une fois quelque part la vague passe, parce que le besoin de filtre est d'une certaine manière structurel avec la crise des coronavirus, c'est un sort de vague qui va passer. Comment est-ce que vous pouvez réutiliser la ligne de production que vous venez de créer? Comment est-ce que vous avez pensé ça et comment voilà, ça peut être un business pérenne dans long terme? Alors, chaque respirateur dans le monde, donc en France il y en a 5000 installés dans les hôpitaux, mais on en a quelques-uns sous le coude prêts à équiper d'autres hôpitaux, les différents qui ont été approvisionnés et construits par la France. Donc on doit avoir à peu près 10 000 respirateurs sous le coude prêts à être installés dans les hôpitaux, si jamais on devait avoir une montée du nombre de cas. Mais dans tous les pays du monde, il y a l'équivalent de, si on considère que la France c'est à 1% de la population mondiale, on peut à peu près considérer qu'il y a 100 fois plus de respirateurs dans le monde. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des pays qui en ont moins, des pays qui en ont vu plus, mais enfin bon, peu importe, c'est l'ordre de grandeur. Tous ces respirateurs qui soient utilisés pour soigner la Covid-19 ou pour autre chose, pour une réanimation simple de quelqu'un qui peut être accidenté de la route, tous ces respirateurs fonctionnent avec donc 2 filtres côté machine et un filtre côté patient.
et on doit les changer tous les jours. Parce qu'en fait, au bout de 24 heures, la membrane s'encrasse, donc la qualité, la performance du filtre se détériore, et donc en fait, le patient n'est plus en sécurité. Et donc on doit changer le filtre tous les jours. C'est ce qu'on appelle un consommable. Et donc il y a déjà ce marché-là, on va dire, de tous ces filtres consommés mondialement, pour lequel Philippe va pouvoir proposer son nouveau filtre, enfin ses nouveaux filtres, parce qu'il a les deux, celui côté machine et celui côté patient. Dès qu'il aura pu faire ses dépôts d'homologation formelle, parce que la dérogation qu'on a obtenue pour constituer ce stock d'état s'est arrêtée. Et donc maintenant, il faut rentrer dans une homologation traditionnelle, la marque HCE. Et derrière, en tout cas, les capacités industrielles qu'a pu mettre en place Philippe dans le cadre de cet épisode sont pérennes. C'est-à-dire que demain, on a un nouveau confinement. Je vous disais tout à l'heure que le leader mondial de ces types de filtres est une entreprise anglaise. En imaginant demain qu'une deuxième vague génère une surconsommation et qu'on ait à faire face éventuellement à une autre pénurie de ce type de matériel, on sera totalement autonome en France pour fournir nos hôpitaux avec des filtres français, et même au-delà de ce qu'on a pu faire déjà aujourd'hui, parce que le composant qui est à l'intérieur, la membrane et la mousse humidifiante bleue qui est dans le filtre, je ne sais pas où il est, voilà. Donc ces deux composants intérieurs, Philippe a pour projet de les fabriquer dans sa propre usine. Donc il est en train de faire le développement nécessaire pour qu'on soit également autonome sur ces composants internes au boîtier lui-même. Donc on va dire qu'on est armé pour ce virus et pour un autre virus demain, si malheureusement on devait connaître ce genre de mésaventure à nouveau dans 5 ans, dans 10 ans. Eh bien, on aura à Oyonnax une entreprise industrielle qui est capable d'être complètement autonome. Donc on a retrouvé clairement notre souveraineté sur ce sujet. Bonjour, Yann Morel, Société Crila Group. Donc moi j'avais une question par rapport. Vous parlez beaucoup de la France. Bon, c'est bien d'être autonome en France, mais est-ce que vous avez entamé des actions avec les différents pays européens? Parce que si le leader est anglais, je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités en Europe. Alors oui, je vais laisser Philippe répondre à cette question, mais clairement, nous, notre premier sujet au départ, c'était de sauver des vies. C'est-à-dire, nous, on s'est sentis menacés, nous, pour nous-mêmes et nos proches, et collectivement. Donc notre sujet, c'était d'abord de répondre aux problèmes présents. Maintenant, une fois que effectivement les capacités industrielles sont en place, clairement, Philippe, il va évidemment continuer de développer ce produit donc par rapport à ce qui est à l'intérieur pour être complètement autonome. Et demain, Philippe est conseiller du commerce extérieur de la France comme moi. Et évidemment, les marchés européens et au-delà seront après exploités et investigués pour aller plus loin. Je te laisse compléter, Philippe. Merci Hervé. Oui, justement, pour répondre à votre question, en fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a produit ce million de pièces avec une dérogation NSM pour dire de pouvoir avoir la commande des DGS. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en cours de pouvoir vous dire, on est sur le point de déposer donc un marquage CE que nous allons passer dans les semaines à venir et que j'espère nous l'aurons. De là, nous pourrons ensuite commercialiser à nouveau des filtres avec le marquage CE et de là faire de l'exportation ensuite sur le plan européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce marquage CE est le sésame systématiquement pour distribuer un dispositif médical. Donc aujourd'hui, comme le disait Hervé, vu l'urgence que nous avons vécue il y a de ça quelques mois, nous avons eu donc la gentillesse de la NSM, après avoir rempli donc correctement leurs demandes, de pouvoir produire un certain nombre de pièces. Mais cette normalisation n'empêche pas qu'un filtre étant normé, il y a un environnement dans le filtre
et l'environnement correspondant également à une normalisation, nous devons être en adéquation avec l'ensemble des normes et l'ensemble donc du fonctionnement pour que l'on puisse être certifié correctement. Donc demain, on pourra dire que dans quelques semaines, nous pourrons commercialiser correctement, comme vous le demandez, ou comme vous l'avez dit également, nos produits, je dirais, sans trop de problèmes. Après, sur le plan commercial étranger, il est vrai qu'on a un réseau, on connaît aujourd'hui un petit peu, donc grâce aux adresses que nous avons eues et grâce aux contacts que nous avons eus en fabriquant ce produit, une facilité de pouvoir commercialiser à l'international ce genre de produit par demain. Voilà. Ok, merci. Merci. Moi, je voulais faire, et on pourra reprendre d'autres questions, un petit résumé. Je pense que c'est hyper illustratif de ce que doit être la French Fab. Il y a vraiment cette logique de chacun est bon dans son métier et c'est un consortium qui se monte de manière plus ou moins informelle. En l'occurrence, là, il n'y a vraiment pas le temps pour faire du juridique pointu, mais pour lancer un nouveau produit. Et pour moi, il y a un vrai enseignement à apprendre. C'était l'intervention juste avant où c'était pareil. C'était une start-up qui collaborait avec une PME sur... Ensemble, on arrive à offrir vraiment des choses hyper compétitives sur lesquelles on peut relocaliser la production en France parce que on a quand même plein de savoir-faire. On n'a juste pas encore assez la culture de les faire travailler ensemble. Je pense que c'est vraiment un des enseignements qu'il faut garder. C'est cette crise nous a obligés à bosser ensemble. Tant mieux, gardons ça parce que en temps normal, ça nous servira aussi. Ce sera un peu moins tragique, mais sera toujours aussi utile. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Oui, je vais compléter ce que tu viens de dire, François-Xavier. Le collectif et le travail ensemble est fondamental. C'est un peu tout le sens de la French Fab, d'ailleurs. On est aujourd'hui dans la bulle French Fab. En fait, aller autour de soi, faire marcher son écosystème des fournisseurs, des clients, des partenaires, des briques technologiques d'innovation, et finalement assembler un Lego un peu autour de soi, autour de compétences, ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait. C'est la rapidité, c'est-à-dire que ces compétences qu'un autre peut maîtriser, c'est beaucoup plus rapide que de développer ses propres compétences. Alors dans certains cas, évidemment, pour des raisons stratégiques, il y a des compétences qu'on veut avoir en interne et qu'évidemment, il s'agit de fertiliser ses compétences soi-même dans son coin, parce que c'est des facteurs clés de succès, c'est le socle stratégique sur lequel l'entreprise construit son ADN. Mais pour tout ce qui est autour, et en particulier dans le monde que nous vivons, d'objets connectés, d'industrie du futur, de smart city, de smart mobility, toutes ces différentes disciplines demande de maîtriser beaucoup de technologies, de l'électronique, de la mécanique, de la plasturgie, de la data, du machine learning, donc des algorithmes parfois complexes. De vouloir tout faire soi-même, c'est juste impossible. C'est juste pas possible. Donc en fait, il faut bien réfléchir, voir autour de soi qui peut constituer l'équipe qui gagne et mobiliser autour de soi. Après, ça peut se faire. Là, on n'avait pas eu trop le temps de faire du juridique, donc on l'a fait un peu sur un mode un peu à l'ancienne, quoi. Et puis ça a très bien fonctionné comme ça. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est pas le juridique qui fait naître les projets, hein. Donc c'est surtout une vision partagée, une intention de vouloir faire quelque chose ensemble, une vision, une mission qu'on se donne, et après on embarque et puis on y va, quoi. C'est comme ça que ça marche. Adrien, tu veux dire un petit mot là-dessus? Je pense que c'est bien dans le mode de start-up, ça. Je me rappelle d'un certain Slack auquel tu as participé pendant le confinement, qui était vraiment dans un mode hyper collaboratif. Ouais, moi c'est vrai que j'aime bien les projets avec peu de personnes, parce que quand il y a beaucoup de monde, ça complexifie énormément les projets. Là, on a eu quand même une belle synergie qui s'est créée tout de suite avec 3 compétences très différentes. Et moi, je suis assez content qu'on essaye dans l'industrie d'amener ce qu'a apporté le numérique au service, c'est-à-dire faire pour le plus grand nombre, de meilleure qualité et moins cher. C'est quelque chose qui était complètement impossible dans l'ère industrielle. Et là, on est vraiment... c'est ça que j'ai bien aimé sur ces filtres, c'est qu'il
il y a encore 2 ans, quand j'allais voir quelqu'un avec ce filtre, on me disait bah achète-le aux Chinois. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on parle dans ce secteur-là. Et là, je suis vraiment content d'avoir trouvé des gens qui ont ça à cœur. Et je dois dire que moi, personnellement, j'ai pas vraiment souvent l'occasion de faire ce type de projet. Et le côté patriotique, c'était vraiment quelque chose qui apportait un plus et qui m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce qu'on clôture la session? Je crois que le temps est plus ou moins écoulé. Bon, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Retenez que c'est possible. Merci bien.